Le balado Décarboner un bâtiment à la fois vous est présenté par Sécobois, un organisme qui soutient les professionnels de la construction en bois. Bienvenue au balado Décarboner un bâtiment à la fois, le balado qui explore comment chaque bâtiment peut devenir un allié dans la lutte contre les changements climatiques ou chaque action compte dans la création d'un avenir plus durable. Si vous êtes curieux de savoir comment réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments, ce balado est fait pour vous. Épisode 2. Les enveloppes biosourcées à base de bois. Application et retour d'expérience. Intégrer des enveloppes biosourcées dans les bâtiments s'avère être une stratégie clé pour réduire le carbone intrinsèque des bâtiments. Au-delà de leurs bénéfices environnementaux, les enveloppes biosourcées présentent entre autres des propriétés thermiques et des avantages liés au mouvement de l'humidité dans les parois qu'il est important de considérer. Dans cet épisode, plusieurs experts nous partagent leurs expériences et leurs apprentissages sur l'utilisation d'enveloppes biosourcées dans leurs projets. Bonjour, je me présente, Mylène Jonca. Bienvenue à un épisode de l'émission Décarboner un bâtiment à la fois. Aujourd'hui, on va parler d'enveloppe biosourcée. L'enveloppe du bâtiment, c'est une composante qui a longtemps été sous-estimée, mais qui joue un rôle clé dans nos bâtiments au niveau de la performance énergétique, de la durabilité, du confort intérieur. Bref, l'enveloppe va protéger des intempéries, mais c'est au cœur aussi des innovations. On va discuter aujourd'hui performance des enveloppes en lien avec les matériaux biosourcés. Donc, pour en parler, j'ai à ma droite Bruno Verge de Boone Architecture, architecte associé, et Jean-Louis Yale de Enveloppe au Cube, fondateur et directeur sciences du bâtiment. Messieurs, bonjour. Bonjour Mylène. On commence tout de suite, dans le fond, avec Bruno. Une question pour toi d'entrée de jeu. C'est quoi les matériaux biosourcés qui sont disponibles au Québec? Bien, il y a plein de matériaux biosourcés disponibles au Québec. On a plein d'opportunités, mais c'est sûr que pour un bâtiment, bien, ça commence par la structure. Il y a plein d'options de structure, structure légère, structure bois d'œuvre, bois lamelé croisé, tout ça. Donc, ça, c'est la première option. Et donc, après ça, bien, il y a dans l'enveloppe elle-même, dans les matériaux d'isolation aussi, plein de possibilités. Que ce soit des matériaux qui sont plus en laine soufflée ou en natte, mais aussi des matériaux plus en panneaux rigides, là, comme des isolants de fibres de bois. Puis après ça, bien, il y a tout le monde des parements extérieurs qui a plein de possibilités en biosourcé. Puis là, bien, évidemment, il nous reste quelques matériaux là-dedans qui sont plus des produits pétroliers ou autres plastiques comme des membranes, tout ça. Mais je pense même que dans un avenir proche, on risque de voir même des produits biosourcés survenir dans ces sphères-là de membranes aussi. OK. Donc, maintenant, on parle, il y a quand même une bonne diversité de matériaux qui existent dans le biosourcé, mais quels sont, quand on parle au niveau de l'assemblage, c'est quoi les défis de conception au niveau d'une enveloppe de manière générale, Jean-Loup? Bien, si on parle des modes de dégradation qui affectent l'enveloppe, qui vont résulter en une pérennité insatisfaisante, une vétusté accélérée, on a 4 principaux modes de dégradation. Donc, évidemment, sans surprise, l'eau est le principal élément de dégradation, toute enveloppe confondue. Vient ensuite, en termes de sévérité, les mouvements d'air qui sont incontrôlés dans l'enveloppe. Et ça, c'est la 2e plus grande source d'eau dans l'enveloppe. Finalement, ensuite, il y a la diffusion de vapeur à travers les matériaux. Donc, le gaz se trouve par différentiel de pression est transmis à travers les matériaux, s'en allant dans les parties froides de l'enveloppe, ce qui résulte aussi en de la condensation souvent. Puis en dernier lieu, on a tout l'aspect thermique, isolation, pont thermique, etc. Vous remarquerez que dans l'ensemble, tous ces thèmes-là, c'est quoi qu'ils ont en commun? C'est l'eau. Et c'est un peu ce qu'on cherche à faire, c'est de contrôler l'eau. Ça va pour toutes les enveloppes. C'est sûr qu'il y a une importance plus grande lorsqu'on deal avec des matériaux putrescibles, mais on va en reparler tout à l'heure, je pense. Oui, effectivement, parce que je voulais, dans le fond, en venir avec... Au Québec, on a un climat qui est quand même assez particulier. Oui, là. On a la saisonnalité, du chaud, du froid. Comment ça se reflète avec un climat comme ça, si on fait le lien avec les éléments théoriques que tu viens de nous nommer? Bien, on a un climat qui est assez difficile, en ce sens que nos étés sont chauds,
est souvent fortement humide. Et tandis que l'hiver, on a des climats qui sont très froids. Or, les forces sont exercées sur l'enveloppe. L'enveloppe est un séparateur de milieu. C'est comme si on demandait à l'enveloppe de fonctionner dans les deux sens. Dans les deux sens, exactement. On a le problème inverse 6 mois par année. Ouais. Donc, ça, c'est une difficulté qui est particulière. Il y a des climats ailleurs que c'est pas du tout le cas, que le climat est relativement stable, puis ça fonctionne dans un sens, l'enveloppe, puis ça va... C'est un peu plus simple à concevoir. Fait que l'extrême du climat québécois rend ça particulièrement difficile. OK, je comprends. Fait que donc, au niveau des défis de conception, si on veut une enveloppe biosourcée pour assurer sa performance au Québec, comment on s'y prend? Bien, on s'y prend en fait comme avec n'importe quelle autre enveloppe, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre chacun des matériaux qu'on va introduire dans notre enveloppe, ses valeurs, ses performances, comment il va interagir dans l'enveloppe. Puis là, bien, on s'assure vraiment qu'on contrôle comme il faut chacun des matériaux et sa position dans l'enveloppe. Parce que justement, toutes les questions de migration de l'humidité dans l'enveloppe, bien, c'est géré par des différents taux de perspirance ou qui permettent l'humidité justement d'évoluer différemment dans les matériaux. Fait qu'il faut pas arriver avec un matériau qui, lui, bloquerait l'humidité plus loin dans l'enveloppe puis créer des situations où il y aurait une accumulation d'humidité pour potentiellement de la condensation. Fait que là, ce que ça amène, c'est qu'en fait, certains matériaux biosourcés ont vraiment des belles caractéristiques de perspirance qui permettent vraiment à l'humidité de migrer super facilement à travers. Donc, ça nous donne des possibilités intéressantes. Tu sais, tantôt, je parlais, mettons, de la fibre de bois qu'on met souvent en panneau extérieur. Ben, un panneau carton-fibre d'un pouce et demi à l'extérieur, mettons, d'un mur en 2x6, mais ça a une beaucoup plus grande perspirance qu'un panneau, par exemple, de polystyrène expansé ou de polystyrène extrudé même. Donc là, en le mettant à l'extérieur de l'enveloppe, si on a de l'humidité présente dans le mur, que ce soit parce qu'il y a eu une infiltration ou parce qu'il restait de l'humidité dans les montants de bois, puis le mur s'assèche, cette humidité-là peut vraiment sortir facilement. Fait que là, en jouant avec ces caractéristiques-là, on peut donc comprendre comme il faut l'enveloppe, ajouter des couches, voir, est-ce qu'on en ajoute 2 isolants à l'extérieur, ainsi de suite. Puis là, il faut faire l'aller-retour. Quand on fait ces itérations-là, il faut faire l'aller-retour avec, nous, c'est ce qu'on fait, mais avec des logiciels de simulation hygrothermique pour comprendre comment, justement, ces performances-là évoluent, comment l'enveloppe, les performances de l'enveloppe se transforment avec les ajouts qu'on fait ou les changements qu'on fait si on change un matériau pour un autre. Fait que ces logiciels-là sont super intéressants. Il y en a des très simples d'utilisation. Il y en a un qu'on utilise qui s'appelle Bacchus, qui nous permet d'arriver avec des constats assez rapides, justement, de performance d'enveloppe avec une utilisation très simple de logiciel. On n'est pas dans de la grosse programmation. Fait que ça nous informe vraiment sur ce qu'on va faire, puis ça nous assure qu'on est donc plus... qu'on est dans une bonne direction, puis qu'on a bien intégré les matériaux biosourcés. Puis, fait que c'est ça. J'ai une sous-question. Let's go. Est-ce que c'est courant chez les professionnels architectes d'utiliser ces logiciels-là? C'est dans la pratique depuis longtemps. Tu sais, un des premiers logiciels que, tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, tu sais, tout le monde parlait de Condense puis tout ça, puis c'était un plugin AutoCAD ou en tout cas, tu sais, c'était les balbutiements, je pense, de ces logiciels-là. C'est sûr qu'après ça, il y a des logiciels plus complexes d'utilisation, un peu comme les Terms, les Flixo, où là, tu as des modélisations plus complètes aussi par rapport à ton enveloppe, tu sais, mais ça se fait quand même. C'est des logiciels qui sont utilisés, mais je dirais qu'il y a des spécialistes du bâtiment qui les utilisent plus. Peut-être que la majorité des architectes vont se contenter des logiciels de base plus simples, comme le Condense dont je parlais, et peu ont été vers d'autres après. Fait que, pour moi, c'est encore une place où il y a beaucoup à explorer pour les architectes parce qu'on est les spécialistes de l'enveloppe. C'est nous qui devons contrôler ça, donc on doit contrôler les paramètres. Puis quand tu parles des logiciels plus complexes comme Term ou Flixo, là, c'est vraiment très rare qu'il y a des architectes qui les utilisent. Là, c'est le moment de faire appel à des spécialistes en sciences du bâtiment. On va se tourner vers la science du bâtiment, justement. C'est rendu là que exact, c'est là en termes qu'on de est rendu. modélisation hydrothermique, etc., c'est justement une des spécialités de la science du bâtiment. C'est là qu'on a notre plus-value, je pense, auprès des architectes, puis souvent on collabore. Donc, oui, parce que c'est pas simple nécessairement. Hein. Souvent, si on veut faire une modélisation qui a de l'allure, là, c'est quasiment, là, faut travailler en laboratoire, puis faire des essais en laboratoire pour voir les propriétés des matériaux pour pouvoir les modéliser ensuite.
OK. Donc, ça peut être complexe des fois. Et là, quand on arrive avec le biosourcé, il y a un petit défi supplémentaire, là. Il y a un petit enjeu supplémentaire au niveau de ça. Comme on a dit, c'est sûr que le fait que les matériaux soient putrescibles, c'est une problématique. Supplémentaire, je dirais pas, parce que tous les matériaux ont des problématiques. OK. En partant, ils ont des forces et ils ont des faiblesses. OK, ça tous fait les matériaux ont ce ça. qu'il faut dealer avec. Mais oui, effectivement, quand on travaille avec des matériaux qui sont putrescibles, ben il faut porter une attention particulière à la gestion de l'eau et l'accumulation de l'eau dans l'enveloppe et ce qu'on appelle souvent dans notre domaine la balance de l'humidité. Donc, j'ai pas de problème si un matériau se mouille. Il n'y a aucun problème. Faut juste qu'il sèche. Faut qu'il sèche assez rapidement. Tu sais, donc, ça c'est un des principes fondamentaux. Puis c'est ça qu'on vérifie souvent dans la modélisation. C'est qu'on va s'assurer, OK, oui, des fois, OK, j'ai un peu d'eau qui s'accumule ici. Par contre, je sèche très rapidement. Ça va. Je peux gérer ça. Tu sais. Donc, oui. Puis c'est là, moi, où si je peux me permettre, Jean-Loup, c'est ce qui est intéressant, c'est que moi, mettons, justement, les données dans mon logiciel Bacchus dont je parlais, ben, tu sais, j'ai toutes sortes de données, tu sais, de déphasage, d'assèchement, tout ça. Puis moi, j'ai pas les connaissances que tu as approfondies d'enveloppe pour dire, écoute, 30 jours d'assèchement, c'est correct. Tu sais, moi, je vois 30 jours d'assèchement, j'ai un problème. Tu sais, ça va prendre 30 jours avec un strike. Tu sais, je suis sur le mode panique, là. Ouais. Mais peut-être que tu vas me dire que 30 jours d'assèchement pour une enveloppe, c'est correct ou peut-être pas. Puis là, toi, c'est parce que tu as cette expertise-là plus fine. Exactement. Fait que je pense que c'est là où il y a une complémentarité intéressante, tu sais. Ah oui, tout à fait. Parce que je pense que c'est les expériences qu'on a avec les architectes, c'est fort agréable. Pour nous, on apprend, parce que c'est deux façons différentes de voir le bâtiment. Hein. Puis c'est des profils qui sont éminemment différents. La science du bâtiment et architecture. Oui, mais fortement complémentaires. Ça fait que c'est vraiment plaisant quand on a la chance de travailler. Tu sais, la science du bâtiment, on a souvent été dans le diagnostic de pathologie parce que le monde faisait comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Ça prend quelqu'un pour le trouver. Mais quand on travaille en amont, on peut prévenir diagnostiquer des pathologies, qu'on en prévient, qu'on en évite, c'est plus intéressant. Puis je pense d'où l'importance de faire ça pour les matériaux biosourcés, parce que des fois, c'est des nouveaux matériaux qu'on introduit. Oui. Donc, il faut comprendre l'impact dans l'enveloppe, puis s'assurer qu'on ne prend pas de chance. Puis, petit défi qu'on a des fois, que j'ajouterais, c'est que oui, on a des logiciels de modélisation, mais on n'a pas nécessairement toutes les données sous la forme que le logiciel veut les avoir. Fait que là, il faut faire comprendre des conversions, que le logiciel est en métrique. Là, j'ai une donnée impérative. Des fois, il faut patauger un peu là-dedans pour être sûr d'avoir les bonnes données aussi. C'est la grande difficulté. C'est presque impossible de faire une modélisation qui se tient sans en même temps faire du labo. Faire des essais sur les matériaux, puis là, aller chercher les propriétés, les courbes de sorption, désorption, etc., pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on modélise, ça a-tu de l'allure, tu sais. OK, puis il faut que ça se concrétise sur le terrain ensuite. Exactement. Et quand on parle de matériaux biosourcés, là, je vous amène peut-être un petit peu ailleurs, là, mais des fois, les matériaux peuvent être multifonctions. Donc, à ce moment-là, tu sais, quand c'est un matériau est multifonction, est-ce que ça complexifie toutes ces analyses-là? Bon, oui, on vérifie pour l'eau, mais en même temps, est-ce qu'il y a des avantages à dire, ben peut-être que j'ai moins de matériaux différents à utiliser parce que, bon, c'est bon pour l'acoustique, mais c'est bon pour l'isolation, fait que ça performe à différents niveaux. Et en plus, ben là, on est dans un balado qui parle de bâtiments bas carbone, fait que là, on gagne des points à ce niveau-là. Est-ce que c'est des choses qui sont considérées aussi? Ou? Ben, c'est sûr que le fait de pouvoir cumuler des fonctions, hein, c'est bénéfique dans le sens que ça me fait moins de matériaux à installer. Okay. Logique. Donc forcément, ça me fait moins de problèmes potentiels. Logique. Parce que j'ai moins de jonctions, j'ai moins d'accumulation de matériaux, donc, j'ai plus de chances de le faire mieux. Donc, c'est sûr que ça peut être un grand bénéfice. J'ai l'envers de la médaille comme dans toute chose. Moi, je suis un peu tout le temps, j'ai trop puis le compte, tu sais. Non, mais faut être... J'ai un matériau qui fait toutes ces fonctions-là, mais qui est défaillant, mais j'ai toutes ces fonctions-là qui deviennent défaillantes. Fait que ça, c'est l'autre problème aussi. Puis, c'est là que ça devient super important. Depuis quelques années, là, on parle de mise en service. Hein? Souvent, on fait appel à des firmes en sciences du bâtiment. C'est là que ça devient hyper
pertinent et important de faire un processus de mise en service de l'enveloppe où est-ce qu'on revoit les détails, on participe à la conception avec les architectes, on se creuse les méninges, puis après ça, on le teste. On dit, on fait pas confiance qu'ils ont construit l'équipe de construction, toute confondue. On a réussi à construire quelque chose qui est conforme à ce qu'on avait sur papier. On le teste, on le vérifie. OK, pour assurer la durabilité. Puis ça m'amène à parler aussi de résilience. Quand on parle de résilience du bâtiment, on a parlé tout à l'heure de la saisonnalité puis des écarts de température, notamment au Québec. Mais si on amène ça sur la perspective des changements climatiques ou sur le long terme, là, on parle de 25, 50, 100 ans, 200 ans, est-ce que, dans quelle mesure nos matériaux biosourcés peuvent contribuer à la résilience des bâtiments? Bruno? Bien, en fait, c'est sûr que comme tous les autres matériaux, ils vont contribuer, mais ce qui est intéressant des matériaux biosourcés, à mon sens, c'est que s'ils sont maintenus hors eau, là, au début, Jean-Loup nous parlait de l'importance là, des différentes façons dont l'eau pouvait affecter les matériaux, bien, c'est des matériaux qui vont très bien perdurer dans le temps. T'sais, donc ça, moi, je trouve qu'il y a une durabilité intéressante associée à ces matériaux-là s'ils sont hors eau. Après ça, bien, c'est d'avoir une enveloppe plus performante, tout ça, ben c'est la résilience contre les variations de température. On est dans un climat où, en hiver, il peut faire moins 20, le lendemain, il peut faire 5, et tout ça. Fait que là, que le bâtiment puisse justement avoir une meilleure résilience au niveau de son enveloppe, c'est un atout. Après ça aussi, ben, les matériaux, tous les matériaux ont des différentes capacités thermiques. Fait que là, la capacité, justement, de ralentir ces transferts de chaleur-là, ben, ça nous amène des notions de déphasage. Puis généralement, les matériaux biosourcés se comportent très bien. Un matériau de fibre de bois, je reprends mon exemple de fibre de bois, il y a une certaine densité qui fait qu'il va vraiment mieux réagir en surchauffe que le polystyrène expansé qui est super léger et qui a moins de masse. Fait que, tout ça, c'est des éléments qui sont super intéressants par rapport à la résilience, puis qui font que si tu as bien construit ton bâtiment, effectivement, puis que tu as bien géré tes matériaux, une panne de courant arrive, puis tu n'es pas dans le trouble, et puis ton bâtiment, tu peux être convaincu qu'il va bien performer. Puis, par rapport à la résilience, j'ajouterais aussi le fait que quand tu es dans des matériaux de bois plus de bois de sciage, là, tu as aussi toute la question de la gestion de l'humidité. Ils sont quand même capables d'absorber une partie d'humidité et de la restituer. Fait que ça aussi, pour moi, c'est une forme de résilience dans le sens où ils peuvent être un buffer d'humidité, que ce soit dans l'air ambiant du bâtiment ou dans l'enveloppe elle-même. J'ai une autre sous-question. Oui. Est-ce qu'on peut penser que des matériaux biosourcés, comme ils sont issus de ressources renouvelables, donc matières premières en nature, les éléments sont gérés depuis la nature, depuis la nuit des temps, là. Est-ce qu'on peut penser que parce que ces matériaux-là sont faits à partir de matières premières naturelles, que les éléments vont être bien gérés, mieux gérés ou... Là, ça va dépendre de chaque matériau, la durabilité. Est-ce que on a, puis là, si on est en parement de bois, puis qu'il y a des teintures dessus, des peintures, là, c'est sûr qu'on n'est plus dans le biosourcé quand on est dans la peinture, dans la teinture. Si on le laisse naturel, là, effectivement, il va mieux réagir avec le temps, il va se faire une patine, ça va mieux gérer. Oui, mais là, mettons, quand on parle de bois qui grisonne, c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter, le look grisonné, vieillissant, un peu inégal, tout ça. Mais moi, je trouve que ça, c'est un bel exemple où là, le matériau se gère bien. Un parement de cèdre qui grisonne avec le temps, oui, il sait gérer lui-même, le parement de cèdre. Mais non, c'est ça. Je te laisserai enchaîner avec une autre question. Non, mais j'aime ça, par exemple, parce que ça me fait penser qu'il y a une notion d'acceptabilité sociale aussi à faire. Puis, absolument. Puis il y a, tu as parlé aussi au niveau de le matériau tout seul, c'est une chose, mais en assemblage, c'en est une autre. Mm-hmm. Fait que un petit bémol, par exemple, c'est que c'est fantastique, les matériaux biosourcés, puis effectivement, en tout cas, tant qu'à moi, c'est la voie de l'avenir, mais il faut aussi garder en tête que j'ai beau avoir le meilleur matériau biosourcé, s'il arrive de Chine, puis qu'il a fait 3 fois le tour de la planète... on n'est pas gagnant. Son carbone intrinsèque est beaucoup plus grand. Rendu là, m'acheter de la laine de roche à côté, là. Faut penser à une économie qui est plus locale, à encourager les manufacturiers qui sont près de nous. Puis je pense que dans le contexte politique actuel,
c'est pas vilain d'encourager local. C'est pas vilain. C'est comme lorsqu'on parlait... Lorsqu'on s'est préparé un peu pour cet épisode, on disait que c'est un peu la même chose que les fraises bio qui viennent de Californie versus nos bonnes fraises locales du Québec. Exactement. Bref, on va revenir dans nos matériaux biosourcés. Si j'avais une question peut-être un petit peu plus au niveau du terrain, comment ça fonctionne sur le chantier maintenant? Est-ce que ça amène des défis supplémentaires quand on amène des nouveaux matériaux dans la construction de bâtiments? Absolument, oui. C'est certain. Là, nous, c'est un... ça arrive très fréquemment qu'effectivement, on arrive avec des propositions en plan. Et puis, évidemment, les clients nous font confiance comme professionnels. Donc, on a fait nos devoirs, nos calculs, tout ça. On est confiant que la proposition qu'on fait se tient. Puis là, le typique le call de l'entrepreneur, on fait pas ça de même d'habitude. Comment là, ça va être beaucoup plus compliqué. Fait que là, oui, il y a une éducation à faire. Si on parle de laine de chanvre, puis que l'entrepreneur en a jamais coupé, puis qu'il sait pas que ça lui prend juste une lame spéciale, puis que ça va se couper super bien, que ça fera pas de poussière, il l'a pas fait. Fait que tant qu'il l'a pas fait une fois, c'est sûr qu'il y a une résistance. Fait que oui, ça implique de l'éducation. Puis un des classiques là, depuis assez tôt dans ma carrière, moi j'ai comme assez rapidement mis l'OSB à l'intérieur. Puis bon, ça pour moi, c'était une évidence. Puis tout le monde dit « Ah non, mais si tu le perds, c'est correct. » Puis il est correct. Mais il y a tout le temps une limite. Fait que pourquoi on le met à l'extérieur, des montants isolés? On s'expose à des problèmes. Mais là, tout le monde « Ah mais non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. » Fait que ça, c'est pas un combat perpétuel, mais mettons que ça revient assez souvent. Fait que oui, il y a une part d'éducation. Il faut comprendre. Puis je pense qu'il faut être aussi, donc, proactif. Il faut s'informer. Si on est justement dans une dynamique nouveaux matériaux, comprendre comme il faut avec le représentant de ce matériau-là, c'est quoi les enjeux, puis à quoi je vais faire face comme résistance de la part du marché, puis c'est quoi les solutions, parce qu'ils y ont réfléchi, ils en ont des solutions. Puis après ça, chacun de ces matériaux, des matériaux a ses avantages. Récemment, on a maintenant la chance d'avoir une laine soufflée en bois, qui est disponible. Finalement, elle se tient bien, ça prend moins de volume, puis donc ça permet d'en avoir un peu moins que d'autres matériaux en cellulose, puis elle a un impact environnemental intéressant. Fait que mais ça s'installe avec les mêmes machines. Fait que là, comprendre ça, là, ça devient, ça, c'est un matériau qui est plus facile à intégrer dans le marché. Mais c'est la même machinerie que... Oui, la cellulose puis la laine de bois, finalement, c'est la même machinerie. Fait que c'est ça qui est intéressant, Fait que ça, c'est un exemple d'introduction de nouveaux matériaux qui, je pense, va se passer très rapidement puis très facilement dans notre marché, parce qu'en fait, c'est disponible depuis quelques mois ou à peu près un an, je pense, ce matériau-là. Un gros maximum, oui. Fait que, ça, c'est des beaux exemples d'introduction de matériaux qui vont bien se passer, mais c'est sûr qu'au début, quand j'utilisais la laine, le panneau de fibre de bois d'un pouce et demi en extérieur, les premières fois, il y avait comme une surprise de la part des entrepreneurs, mais avec le temps, je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs qui adorent travailler avec ça, parce qu'ils sont pas en train de couper du plastique, ça fait pas des petites baies blanches partout, puis tout ça, c'est quand même, faut pas oublier qu'au départ, les entrepreneurs, c'est souvent des charpentiers menuisiers, puis ils aiment ça travailler avec le bois, puis les matériaux biosourcés. En effet, puis une façon peut-être de faciliter cette transition-là, c'est peut-être de travailler en conception intégrée. Je sais pas, peut-être que vous pouvez m'en dire un petit peu plus à ce niveau-là. C'est-tu vos façons de travailler? Nous, on le fait à l'occasion. Quand on le fait, c'est vraiment agréable, justement, d'avoir l'entrepreneur et tous les autres professionnels autour de la table, parce qu'on peut prendre des décisions informées. Puis, justement, l'entrepreneur peut assez rapidement aller valider des prix, valider des techniques auprès de ses sous-traitants. Fait que, c'est une bonne façon. Oui. C'est une bonne façon pour faire passer ces nouveaux matériaux-là, oui, tout à fait. Par rapport aux méthodes aussi, ce qui est intéressant, puis ça fait longtemps qu'on en fait, mais ça devient un peu plus à la mode, c'est de fonctionner avec des maquettes où est-ce que, justement, quand on travaille en équipe avec toutes les disciplines, l'entrepreneur, l'architecte, tout le monde peut voir quelque chose. Là, on fait notre maquette ou notre mock-up, comme diraient les Français, j'imagine. Et là, on peut voir les erreurs ou les difficultés inhérentes à ce qu'on a dans notre concept de plan. Avant de commencer à les mettre en place, puis être obligé d'improviser, puis que finalement, on se comprenne plus. Fait que là, on peut déterminer les problématiques, les identifier, trouver des solutions qui vont être fonctionnelles lors du chantier. Fait que ça fait l'adaptation ou la modification lorsqu'on travaille avec des matériaux qui sont légèrement différents, c'est une occasion idéale pour justement coacher les gens, dire, regarde, tu connais cet outil-là, as-tu déjà essayé avec ça?
Puis aujourd'hui, ça prend l'ouverture à ce changement de pratique-là. Oui. Là. Fait que de ça, c'est une façon, là, conception intégrée, mock-up, là, comme tu dis. Fait que donc, j'aurais dans le fond peut-être une autre question pour Bruno. Je m'en irais un peu ailleurs avec ça. Au niveau du code du bâtiment, est-ce qu'il est adapté à l'utilisation de matériaux biosourcés dans l'enveloppe? Bien, c'est sûr qu'il y a des freins à ce niveau-là qui sont difficiles pour les manufacturiers parce que le processus de normalisation puis ça, d'acceptation des matériaux, il est vraiment très long et coûteux. Puis après ça, on a plein d'embûches après. C'est même si, oui, il y a une autorisation pour le code, est-ce qu'il a été testé dans des enveloppes? Puis là, est-ce qu'on a des tests ULC pour ça? On peut facilement s'y perdre comme professionnel là-dedans, comme justement, on n'est pas des spécialistes de toute cette normalisation-là. Fait que oui, je pense que c'est un frein, mais c'est sûr qu'il y a de la place quand même dans le code pour plusieurs matériaux qui sont clairement identifiés, notamment en structure. Puis les prochains codes, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont faire de plus en plus de place à la structure de bois notamment, puis pour un plus grand nombre d'étages et de fonctions, tout ça. Fait que ça, il y a vraiment un avenir intéressant là, pour ça qui s'en vient dans les futurs codes du bâtiment. OK, on commence à parler de carbone intrinsèque? Oui, il faut en parler plus rapidement. Même, je te dirais, moi, je trouve que ça va pas assez vite. Là, mais parce que là, on a parlé beaucoup du comportement des matériaux biosourcés, mais tout ça, c'est parce qu'au départ, les matériaux biosourcés ont un impact vraiment plus intéressant sur le carbone que les autres. Là. Leur bilan est vraiment plus intéressant. Fait que oui, il faut commencer à en parler de manière plus... puis qu'il n'y a pas juste des certifications qui parlent de carbone intrinsèque, mais que ça rentre dans la législation. Ça, j'ai hâte. Bien, complètement. Peut-être une petite nuance. Dans le fond, Jean-Loup, tout à l'heure, tu parlais, tu disais c'est important au niveau de notre économie. Tu disais oui, les matériaux, le cycle de vie, mais c'est important au niveau de notre économie de rester dans le circuit court. Là. Oui, parce qu'on réduit l'empreinte carbone naturellement de cette construction-là. Puis honnêtement, avec les histoires qu'on voit avec les États-Unis, on voudrait faire affaire avec une économie qui est locale, encourager les gens localement. Je pense qu'on l'a oublié, ça, avec la mondialisation, souvent. C'est une bonne occasion. On fait une pierre deux coups et on encourage les gens qui sont près de nous. On a allongé un peu nos chaînes d'approvisionnement. On pourrait revenir une phrase sage qui dit « Dans l'adversité, on innove ». Donc, c'est peut-être le temps. Jean-Loup, je voudrais rester avec toi, dans le fond, au niveau de l'incidence d'éléments biosourcés sur l'évolution des systèmes constructifs. On a longtemps cherché à optimiser les performances. On a voulu gagner en performance. On a peut-être rajouté des matériaux. Si on arrive avec des matériaux biosourcés au niveau du Québec, si on fait une petite historique, là, c'est peut-être important de faire je ne veux pas prendre trop de temps, tout ça, mais vous m'excusez. On a un bon 2 minutes. Mais c'était important d'avoir un contexte historique pour comprendre l'importance qu'on a aujourd'hui avec les matériaux biosourcés. Oui. On pourrait regarder un peu à l'évolution là, dans le 20e siècle, disons, de la construction. Si on regarde au début du 20e siècle, on construisait avec des méthodes et des matériaux nobles, des méthodes qui étaient basées sur l'expérience acquise au fil du temps. Donc, les désastres qui avaient été vécus il y a bien longtemps, maintenant, on avait une construction qui fonctionnait, pas du tout performante, mais performante en termes hydrothermiques, bon assèchement, ça répondait aux besoins. Chauffait le dehors, mais j'avais un immeuble qui était durable et une bonne pérennité. Surtout autour des années 60-70, avec la crise du pétrole, on a eu une nécessité de concevoir des immeubles qui étaient moins chers et plus performants parce qu'on voulait baisser les coûts de chauffage. Beaucoup dans le monde, les gens chauffaient au mazout, au gaz, etc. Les coûts étaient exorbitants. Puis là, on voulait avoir un immeuble qui générait moins de frais pour les occupants et les propriétaires. Donc, on s'est mis à isoler les bâtiments de façon plus systématique. Mais là, on venait de changer nos méthodes constructives. Et là, on a vu l'apparition d'un paquet de pathologies, des moisissures, le syndrome de l'immeuble malsain où les gens rentrent au bureau puis ils vont mourir. Un paquet de problèmes. Et dans ce contexte-là, on s'est rendu compte qu'on avait des questions nouvelles qu'il fallait résoudre parce qu'on n'avait plus l'expérience empirique sur laquelle nous baser. C'est là qu'est née la science du bâtiment, ce que je fais dans la vie.
parce qu'on faisait du diagnostic, on essayait de trouver les raisons, des causes des problèmes, puis de trouver des solutions. C'est la science du bâtiment, d'ailleurs, qui a identifié le besoin que je parlais au début des couches de contrôle, des mécanismes de dégradation, etc., comment on les contrôle, il fallait apprendre sur les matériaux, etc. Donc, finalement, toujours est-il, on a réussi à construire des enveloppes qui performaient, qui résistaient bien. Okay? Puis, une fois que cette crise-là a été gérée, là, on a commencé à pouvoir porter notre attention sur autre chose que ce qu'on avait directement en avant de nous. On s'est rendu compte que finalement, l'empreinte carbone de ces bâtiments-là était catastrophique pour notre environnement. Oh, on voulait l'améliorer d'un côté, mais on s'est rendu compte que... Exact. Fait que là, on était rendu... On avait résolu un problème imminent qui était la durabilité et la santé des occupants, pour se rendre compte que finalement, un bâtiment performant sur une planète qui ne l'est plus, quand bien nous en fasse, on n'ira pas même loin avec ça. Et c'est là que les matériaux biosourcés prennent toute leur importance. Et c'est là qu'on peut commencer à voir que, OK, finalement, il n'y a pas juste notre petit bâtiment, c'est pas un tout isolé dans un coin. Complètement. Ça fait partie d'un tout qui est beaucoup plus important, un écosystème beaucoup plus important qu'il faut gérer de manière responsable. Donc, performance énergétique d'une part et environnementale. Il faut les considérer tous les deux. Je me tourne vers Bruno. En fonction de tout ce qu'on a dit, là, est-ce que c'est plus facile d'intégrer des composantes biosourcées quand on parle de préfabrication versus hors-site? En fait, la préfabrication, ce qui est intéressant, on peut mettre n'importe quel matériau dans des bâtiments préfabriqués. Mais moi, je reviendrais toujours aux notions de départ qui ont été émises. C'est il faut prévenir les matières, il faut les enlever de l'eau et tout ça. Puis, l'opportunité... Les mêmes défis sont là. Les opportunités pour la préfabrication, c'est de dire, écoute, on construit dans une usine, donc nos matériaux ils ont moins d'humidité quand ils vont arriver sur le chantier parce qu'on va l'avoir contrôlé, puis il n'y aura pas eu d'imprévus de chantier qui vont avoir ajouté de l'eau dans le système, puis que l'enveloppe va devoir s'assécher davantage. Fait que moi, je pense que c'est pour la pérennité, la qualité, puis la durabilité des enveloppes, c'est stratégique d'utiliser le préfabriqué pour intégrer des matériaux biosourcés. En plus, en lien avec les conditions, mettons, météo, puis ce qui arrive avant que ça soit dans exactement, le bâtiment. Exactement. Tu peux gérer ta qualité d'exécution. Puis l'autre avantage, tu sais, quand on assemble là, un paquet de morceaux, un puzzle, sur place, in situ, on construit tout ça, il y a des difficultés néantes, puis il y a des oublis qui se font. T'as pas le choix. T'as un paquet d'endroits qu'il faut que tu portes attention. Lorsque tu travailles avec des panneaux, souvent, c'est ce qu'on reçoit sur chantier, on a des panneaux, j'ai beaucoup moins de jonctions. C'est aux jonctions que mes problèmes arrivent dans mon enveloppe, donc je contrôle mon risque de voir apparaître des problèmes à cause de discontinuité ou de... Alors, c'est un autre bénéfice du préfab. OK. Vitement. Parce que ça flash en avant de moi, là. Vitement. Est-ce qu'il y a une différence de performance entre une enveloppe traditionnelle et une biosourcée? Bien, il y a une certaine différence au niveau des matériaux, mais si on me parle de est-ce que c'est équivalent? On est capable d'avoir la même performance. C'est tout à fait équivalent. Il y a des avantages même avec les matériaux qu'on utilise plus traditionnellement. Donc, oui, je dirais que c'est à tout le moins équivalent. On est capable d'avoir un niveau de performance excellent. Tout à fait. Messieurs, ça va être le mot de la fin. Merci. Donc, c'était un épisode de l'émission Décarboner un bâtiment à la fois. Jean-Louis Yale de Enveloppe au Cube, merci beaucoup. Merci. Bruno Verge de Boone Architecture, merci beaucoup également. À bientôt.